comme prévu pour le direct de ce soir, nous allons nous efforcer un peu de parler comment une biennale est organisée, qu'est-ce qui peut se faire et comment est-ce que les divergences peuvent converger à trouver des solutions dans le milieu culturel, comment donner une nouvelle vision à l'art contemporain en République de Guinée, comment est-ce qu'on peut avoir des musées de beaux-arts. Déjà, nous avons une école consacrée aux beaux-arts. C'est illogique d'avoir une école de beaux-arts sans avoir des musées de beaux-arts. C'est-à-dire qu'on forme des artistes qui peuvent remplir ces musées d'art contemporain. Donc nous allons parler un peu de la faisabilité d'une biennale d'art contemporain et en même temps, comme il y a une nouvelle expérience en matière culturelle qui s'est opérée en République de Guinée, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup d'étonnements, des gens qui se posent la question quelle a été l'objectivité de la biennale et qu'est-ce que c'est une biennale et comment est-ce qu'une biennale peut avoir un impact sur une société et que veut raconter une biennale. Donc je vais essayer en quelque sorte avec vous et les questions qui m'ont été posées par Christine Ndour et M. Diakité, à savoir que veut dire biennale surtout dans la globalité et comprendre la structuration d'une biennale. Mais avant tout, de faire matière au sujet que nous allons débattre, je vais essayer d'abord de présenter à chaque moment une de mes œuvres que j'ai réalisées, quel est le style, quelles étaient les inspirations, qu'est-ce qui a fondé la construction de l'œuvre qui est là. Alors, l'œuvre qui est là est composée de collages faits à partir des tickets qu'on retrouve dans des magasins d'une grande enseigne qui s'appelle Super U, où j'ai eu à travailler à l'époque. Ce sont des tickets, les prix des produits qu'on peut retrouver sur des articles. Donc à partir des étagères, sur les gondoles de la rentrée des magasins, nous avons toujours des étiquettes qui sont sur qui affichent le prix des produits. Donc la plupart de ces collages sont fondés à partir de cette réflexion. Nous avons des prix qui varient de 1 euro jusqu'à des prix au moins de 6 euros. Donc c'est plein de collages et ce collage est accompagné de la peinture acrylique et en même temps avec du crayon gras. C'est un style purement épuré qui repose beaucoup sur la recherche, le travail de Jean-Michel Basquiat, qui est l'un des artistes contemporains noirs le plus cher au monde et qui a donné une nouvelle image, une poésie de l'art, parce que beaucoup de gens dans le milieu culturel disaient que son travail n'était pas de la peinture mais que c'était un graphiste, et lui disait ce qu'il faisait que c'était de la poésie et que c'était vraiment de la peinture. Donc c'était un artiste avant-gardiste qui est mort à l'âge de 27 ans, Jean-Michel Basquiat, qui a collaboré avec l'un des plus grands artistes pop, c'est-à-dire Andy Warhol. Et qui dit Andy Warhol, nous parlons des sérigraphies réalisées sur beaucoup de personnes, de Kennedy à la femme de Kennedy jusqu'à Mohamed Ali Cassius. Et Basquiat a eu à faire une grande collaboration avec Andy Warhol. Et de cette grande collaboration, les gens ont dit que Andy Warhol, dans le milieu de l'art critique, disait que Andy Warhol était en baisse d'inspiration, qu'il voulait se remettre encore sur la scène parce que c'est le roi de pop art. Donc les gens disaient qu'il voulait bénéficier de la notoriété de Basquiat.
Mais en même temps, les deux se rejoignent parce que quand Jean-Michel Basquiat a commencé à faire l'art, il faisait ses reproductions, ses peintures sur des pochettes qu'on pouvait vendre comme des cartes postales. Et un jour, il a vu que Andy Warhol était établi à un restaurant, dans un restaurant, je m'excuse, et que il est venu avec audace montrer ses travaux, ses cartes postales à Andy Warhol. Andy Warhol va acheter certains et l'homme qui était avec Andy Warhol, connaissant la popularité, la starmania de Andy Warhol, ne voulait pas que Basquiat rentre, mais Basquiat a forcé la situation, il lui a présenté ses travaux et Andy Warhol les a bien payés et Basquiat était vraiment content. Donc Basquiat, c'est comme ça, a eu à faire la rencontre de Andy Warhol et jusqu'à ce que un jour, il y a eu Basquiat qui a collaboré avec Jean-Michel et avec Andy Warhol. Moi, j'ai vu leurs travaux en 2019 dans la fondation Louis Vuitton qui est à Paris. C'était une grande rétrospective sur Jean-Michel Basquiat et en même temps, il y avait Edgar Eschin qui exposait aussi dans une des grandes salles. Donc, c'était une exposition phare en 2019 à Paris, à la fondation Louis Vuitton. Et voir les expositions de Jean-Michel Basquiat, c'est vraiment énorme. Donc, mon travail ici, et sur ce tableau, est fait de collages. Et ces collages ne viennent nulle part ailleurs, viennent des magasins où j'ai eu à travailler. Et j'ai pu récupérer tous ces prix qu'on peut retrouver, ces étiquettes qu'on peut retrouver dans le magasin pour travailler cette fois-ci. Alors, nous allons dire qui est ce jeune homme noir qui a les bras en l'air, on dirait qu'il est défait ou bien c'est un signe de victoire. Dans ce sens, tout est sujet d'observation et de créativité. Il faut que l'œuvre parle avec le spectateur peut converser avec l'œuvre. C'est une prière qu'on rapporte à l'œuvre en l'observant. Et de cette observation, qu'est-ce qui ressort au moment où je faisais ce tableau? Au moment où moi je faisais ce tableau repose sur le discours d'Antoine aux funérailles de Jules Césaire. Qui est Antoine? Et pourquoi Jules César? Antoine est un grand poète romain qui était ami à Jules César, qui était un général de l'armée, qui avait gagné beaucoup de guerres, et qu'à l'époque, dans la Rome antique, on pouvait avoir le poste de dictateur. Le genre, aujourd'hui, le mot dictateur est devenu une violence inouïe dans la société. Quand on entend qu'ils sont trop accolés aux dirigeants africains, on dit telle personne est dictateur, mais il faut comprendre que le mot dictateur était un poste dans la Rome antique et que ce poste, et Jules César avait occupé ce poste. Mais sauf que dans la structuration et dans la constitution à l'époque de la Rome antique, ce poste cette fonction devait durer 6 ans. Et Jules César, une fois arrivé après les guerres qu'il a eu à gagner, une fois arrivé à ses fonctions, il va finir ces 6 ans et il va plus vouloir quitter le poste. Et il va avoir des discordes avec les sénateurs que aujourd'hui, de manière élargie, on appelle les parlementaires, les députés à l'époque. Donc il va avoir Jules César qui est un homme de guerre, qui a toute une armée, qui a un grand savoir et un grand stratège militaire, ne voudrait plus quitter ce poste. Il voulait être maintenant le César. Sauf qu'il n'a jamais été César. Les gens l'appellent Jules César, mais sauf qu'il n'a jamais été César. Et à un moment donné, il va être ceux qui l'ont admiré, c'est-à-dire le plus souvent les gens entendent parler de Brutus. On dirait que Brutus va lui mettre au moins une vingtaine de coups de couteau et que c'est quelque sorte parmi ces vingtaines de coups de couteau que Jules César va mourir. Et ce jour-là, le jour de la mort de Jules César,
et toute la Rome antique qui admirait grand ce roi attendait le discours d'Antoine. Donc le discours d'Antoine, cette fois-ci, qu'est-ce qu'Antoine pouvait dire? Et si Antoine disait quelque chose de très très mauvaise à l'encontre de l'établissement romain, la Rome antique allait brûler ce jour-là. Mais pendant le funérail, Antoine va avoir l'intelligence. Antoine d'abord, qui lui pensait qu'il était l'héritier officiel de Jules César, il découvrira par fini qu'il n'était pas l'héritier de Jules César, que Jules César avait légué son héritage à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Entre parenthèses, hein. Et dans ces conditions, Jules César, le jour de ses funérailles, le jour de ses funérailles, toute la Rome antique, la populace était autour, chacun voulait en découdre avec l'établissement, c'est-à-dire avec les sénateurs à l'époque, et avec Brutus qui avait déjà fui la ville et qui était parti se réfugier ailleurs. Mais Antoine va dire quelque chose devant le public. Il va prononcer un discours et il va dire cette fois-ci au nouveau maître de Rome, les honorables. En fait, c'est en quelque sorte classique. C'est comme tout ce qui se passe dans les coups d'État un peu partout dans le monde, qui n'est pas particulièrement une chose affairée qu'à l'Afrique. Quand vous venez au pouvoir, tout le monde est obligé de s'aligner à votre idéal et on va pas, parce qu'en ce moment vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez la force de frappe, tout le monde sera obligé de vous écouter et penser que vous êtes l'homme providentiel du moment. Donc, pendant son discours, Jules César va avoir cette idée de dire à ceux qui viennent de prendre le pouvoir à Rome, c'est-à-dire la force et le complot qu'il y a eu avec les sénateurs qui ont comploté autour de Jules César, vont leur appeler les honorables. Et dire les honorables, ces phrases vont faire de telle sorte que Rome antique ne va pas brûler. Et c'est quelque chose que Antoine, Marc-Antoine, hein, va dire, Marc-Antoine, en fait, c'est comme un griot. C'est un guélima, quoi. Ce sont les griots actuels qui, quand il y a un nouveau président ou un roi, vont chanter les louanges, ils vont apaiser l'esprit de la population. Donc, Marc-Antoine va dire que le bienfait des hommes est toujours enterré avec leurs os. Leur mal va toujours exister. Donc, dans ce tableau, j'ai voulu retracer le dramaturge de Antoine, du discours d'Antoine au funérailles de Jules César à travers cela. Et donc, en voyant les étiquettes représentent la richesse d'un pays, que tout ce que les gens peuvent en bénéficier pour accéder au pouvoir. Donc c'est tout ce que j'ai voulu faire. C'est un jeune général qui est brave en ce moment et que tout le pays va admirer, mais qu'un jour, par des complots, tout devient abject du jour au lendemain. C'est le cri d'un autre enfant général qui reprend le flambeau qu'on voit ici, qui revient avec une intelligence aussi plus parfaite et approfondie pour que la République existe toujours avant les hommes, parce que les hommes passent et la République reste. Donc c'est de cet esprit-là que j'ai voulu représenter à travers ce tableau. Maintenant, nous allons parler de la biennale. Alors, les enjeux d'une biennale d'art contemporain, le plus, bon, il faut se dire que la biennale avant ne s'appelait pas la biennale. Le mot biennale, biennus, vient du latin, veut dire deux ans, chaque 2 ans.
Avant, il y avait l'exposition d'art contemporain de Venise. Et comme l'exposition d'art contemporain de Venise se faisait, c'était un peu des siècles passés, hein, se faisait chaque 2 ans. Donc le mot biennale est revenu maintenant pour dire la biennale de Venise. La biennale d'art contemporain de Venise. Dans la biennale d'art contemporain de Venise, il y avait beaucoup accentué sur l'art et la culture. Parce qu'il faut dissocier l'art et la culture. La culture étant le monopole de savoir qui dissèque l'art. L'art repose beaucoup sur la notion de l'œuvre. Et la culture est une question de connaissance qu'un artiste peut avoir pour exprimer l'art qu'il est en lui. Donc il faut dissocier l'art et la culture. En ce moment, comme avant il y avait juste ce qu'on appelait les expositions universelles de Venise, mais comme la fondation qui s'en occupait, aujourd'hui c'est une fondation, hein, ce n'est pas une entreprise qui organise ça, parfois c'est en France, à Lyon, c'est une association qui l'organise à travers la loi de 1950. Bref. Mais ce n'est pas une entreprise privée qui va organiser une biennale. C'est comme la biennale de Douala, la biennale de Dakar. Toutes ces entités de biennale trouvent leur source dans la biennale de Venise. Tout part de Venise. Alors quand il y a eu les expositions et que à chaque moment maintenant, on a dit que ça se passait à 2 ans, le mot biennus et biennium, qui veut dire 2 ans en latin, est venu maintenant pour devenir la biennale. C'est un mot féminin, hein. On ne dit jamais le biennale, on dit la biennale. Donc on a eu maintenant ce qu'on appelle la biennale d'art contemporain de Venise. Et dans la biennale d'art contemporain de Venise, on retrouvait l'art contemporain qui est d'abord l'élément phare et l'élément central. Et de l'art contemporain, on revenait à la musique, à la danse, à l'architecture. L'architecture est très importante. On ne peut pas faire une biennale sans qu'il y ait l'architecture. Aujourd'hui, l'architecture est élargie dans le design, dans l'immobilier. Donc, ça comporte toutes ces entités de métiers qui rentrent en jeu par rapport à cette biennale. Et quand nous comprenons dans ce sens que cette biennale est admise à comprendre que c'est une complexité qui revient à nous faire comprendre que la biennale n'est pas seulement liée du fait de la musique, comme ça s'est traduit en République de Guinée, mais la biennale est admise d'abord du fait de l'art contemporain. C'est l'historique que je suis en train de donner comme ça par rapport à la biennale de Venise. Mais il y a eu, après cela, il y a eu la biennale de Douala, il y a la biennale de Dakar, il y a la biennale de danse de Lyon. Mais sauf que chez nous en Guinée, c'est un problème de connaissance. Les gens qui ont la matière d'avoir un certain niveau de connaissance pour comprendre ce que ça veut dire une biennale, le mot est devenu sexy. Ce mot a été entendu la plupart du temps dans le live que nous on a organisé dans le Grenelle de la culture. On invitait des intellectuels à venir débattre des sujets comme un des grands amis que j'admire, qui est Farafina, qui venait nous donner leur objectivité, leur pensée, leur analyse. Déjà qu'ils étaient journalistes et qu'ils avaient la matière grise à disséquer, à faire la différence et à nous donner lumière de notre pensée. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'acheter le livre qu'il écrit et que moi j'ai eu des bonnes feuilles et que j'ai eu beaucoup de lectures là-dessus. J'en ai beaucoup appris. Donc, tous ces gens-là étaient invités dans le Grenelle de la culture que moi j'avais proposé à Moïse, afin que ce Grenelle de la culture s'ouvre à des connaissances qu'on pouvait avoir à des connaissances diverses, hein, autour de la Guinée, pour qu'il y ait une biennale. Mais du jour au lendemain,
cette idée a été entendue quelque part par d'autres personnes. Mais sauf qu'une biennale, et comment ça s'est fait en Guinée? Ce qui s'est fait en Guinée est un festival. Soyons vraiment logiques. Pourquoi je dis c'est un festival? Le mot festival ne vient pas de moi. Ça vient d'un artiste qui est objectif et qui est professionnel. Pendant leur conférence de presse de la Bigip, il y a eu un artiste qui est emblématique en Guinée, qui est incontournable en Guinée, que tout le monde connaît. Quand on a posé à Takana Zion, il a sorti le mot festival. Donc lui, il sait que ce qui se passait en ce moment, c'était un festival, quoi. C'était pas une biennale. Par exemple, la biennale de Venise, qui devait s'organiser en 2026, et la curatrice était une Camerounaise suisse, qui devait être la curatrice, qui s'appelle Koyo Kwayo, qui est décédée, mais dans l'esprit de ce qu'elle voulait de la biennale de Venise est resté, et les gens ont eu à exécuter ligne par ligne ces cahiers de charges. En fait, ce qu'on veut dire à la Guinée, que la culture est très importante. Si nous perdons le fil de la culture, nous perdons tout l'humanisme qui est guinéen. Si la culture est en désarroi, est à la rue, et non pas dans des bibliothèques ou dans le savoir ou dans l'écoute des intellectuels, nous allons nous perdre et nous allons être une société sans repère. Pourquoi je dis cela? Par exemple, que la Biennale de Venise, la fondation de la Biennale de Venise, aille choisir pour la première fois une femme noire, curatrice. Ça veut dire curatrice, ça veut dire commissaire d'exposition. C'est elle qui va choisir les thèmes, la vision, les débats, les colloques, les artistes qui rentrent dans sa vision contemporaine de l'art pour que ceci soit exposé. Et Koyo a été la première femme, mais malheureusement elle est décédée avant que la Biennale de Venise de 2026 ne voit le jour. Mais ils ont respecté à la lettre toutes ces recommandations parce qu'elle avait déjà commencé à choisir les artistes, les thèmes, les débats, les colloques, tout ce qui devait enregistrer autour de la Biennale. Et la Biennale est le lieu de réflexion. Ce n'est pas seulement de la danse et de la musique. La Biennale est un lieu de réflexion où des visions viennent disséquer le fonctionnement sociologique d'une société. Si nous n'avons pas compris ça et que nous avons pensé que la Biennale, c'est juste venir danser, inviter des artistes connus dont nous connaissons déjà leur parcours, c'est juste de divertir la population au service peut-être d'une sorte d'enrichissement personnel. Parce que déjà, on ne peut pas faire la Biennale à travers une entreprise privée. Et ce qui est triste, quand on pose la question aux organisateurs de la Biennale qui s'est passée en Guinée qu'on appelle Biegip, déjà appelée aucune Biennale, la plupart du temps, hein, aucune Biennale ne porte le nom d'un pays. Juridiquement, ça pose de gros problèmes. Je vais vous ouvrir une toute petite parenthèse pour expliquer pourquoi dire Biegip va poser beaucoup de problèmes juridiques. Le ministre de la Culture actuelle, si moi j'étais son conseiller juridique ou culturel, la première des choses que nous allons avoir fait, c'est de porter plainte. Quand je dis plainte, ce n'est pas une plainte pour une condamnation, c'est une plainte administrative, ce sera un acte administratif, ce ne sera pas au pénal parce qu'il n'y a pas de délit. Hein. C'est de porter plainte contre ceux qui ont organisé la Biegip. Pourquoi? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit AOB? C'est un peu fou. C'est un problème juridique. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte du statut juridique. Dire Biegip, c'est de prendre en otage le mot Guinée.
Parce que, à la base, les biennales portent le nom des villes. On peut dire la biennale de danse de Conakry, la biennale de photo de Conakry ou la biennale d'art contemporain de Conakry. Dans ce sens, vous avez le droit, étant une association régie par une loi associative, comme en France, la loi de 1905 qui a permis à la biennale de Lyon d'exercer dans ce sens. C'est une association qui a été commencée par 2 ou 4 personnes et jusqu'à aujourd'hui, ces 2 ou 4 personnes ne sont plus sur la scène, ils étaient juste des fondateurs. Bref. Alors, si j'étais le conseiller juridique ou le conseiller culturel du ministre de la Culture, M. Moussa Moïse, je vais le conseiller qu'on porte plainte contre les organisateurs de la biennale de Conakry, la Biéguip de Conakry. Pourquoi? Parce que le mot Guinée, quand on dit Biéguip, ça devient une marque déposée en quelque sorte. Ça veut dire qu'aucune biennale, si moi, aujourd'hui, comme je suis en train de formater mon projet de biennale d'art contemporain de Conakry, si je viens en Guinée pour faire une biennale d'art contemporain, je ne pourrais pas le faire. Juridiquement, je serai opposé de dire non, il y a la biennale de Guinée-Paradis. Comme le mot Guinée, Conakry est dans la Guinée, juridiquement, on va me dire, mais non, tout ce que vous allez faire l'art contemporain, il y a eu un groupe qui est venu déposer leur marque à partir de ça et tout se retrouve dans ceci. Personne ne peut faire la biennale si ce n'est pas Biéguip. Donc juridiquement, ça va poser des problèmes et cela ne devait pas l'être. Et ce problème est en train de nous guetter encore. Je vais alerter le ministre de la Culture. Il y a l'artiste franco-guinéen qui s'appelle Black M, qui a une société aujourd'hui qui s'appelle Destination Guinée. Il faut que nous fassions beaucoup attention à qui doit utiliser le mot Guinée, le mot qui nous appartient tous. On ne peut pas se permettre du jour au lendemain d'utiliser Destination Guinée. Destination Guinée va enlever au ministère de la Culture et du Tourisme, comme c'est en Guinée de l'autorité, le pouvoir de l'Office du tourisme. Et quand ce pouvoir de l'Office du tourisme est retiré à travers une marque déposée ou une association déposée qu'on appelle Destination Guinée, c'est très grave. D'abord, comme moi je vis en France et que je connais que ces mots-là dérivent de la France, que Black M vivait en France, vous allez dans n'importe quelle municipalité française, vous verrez à l'office de tourisme, comme je suis à Rennes, vous verrez Destination Rennes. Mais vous n'avez pas Destination France. Parce que s'il y avait Destination France, les municipalités n'allaient pas pouvoir faire leur promotion de leur ville et de leur tourisme. Donc, si Black M, je dis ça pour un conseil, que le ministre de la Culture puisse réfléchir et appeler Black M, que le concept pose déjà un problème. Dire Destination Guinée. On ne peut pas dire Destination Guinée. Le mot destination appartient à chaque municipalité. Comme la commune, s'il y a une municipalité à Cancan, quelqu'un qui veut promouvoir Cancan va dire Destination Cancan. Mais on ne peut pas dire Destination Guinée. Il faut qu'on commence à faire tout pour ne pas que Black M arrive à déposer ça comme une marque déposée. Parce qu'une fois qu'il dépose, ça va rentrer dans des problèmes juridiques. C'est le même cas qui s'est opéré aujourd'hui de manière juridique autour de Biéguip. Quand on dit Biéguip, Biennale Guinée-Paradis. Déjà, le mot Guinée-Paradis, c'est le nom, c'est le titre d'une musique. Ceux qui ont fait cette musique, eux qui ont les droits sur cette musique, peuvent aujourd'hui porter plainte à la Biennale de Guinée-Paradis parce que c'est un concept de titre de musique qui est utilisé. Et si on ne fait pas attention,
nous sommes en train de désaxer dans la conscience intellectuelle et culturelle le mot Guinée. Avant, on disait Guinée-Conakry. Actuellement, comme sur le standard international, on dit juste Guinée. Nous sommes la République de Guinée. Les autres, c'est Guinée-Bissau, ils sont accolés. Mais nous, de manière substantielle, si les gens ne parvenaient pas à reconnaître de quelle Guinée on parlait, on disait Guinée-Conakry. Et actuellement, le mot paradis vient d'effacer Conakry sans faire attention. Après, les gens ne font pas attention à ce qu'ils font, hein, parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu à discuter intellectuellement autour d'un concept. Quand vous dites un mot, pour faire un concept, il faut beaucoup étudier le mot sur toutes ses formes et comprendre quels sont les dangers, quelles sont les prérogatives, juridiquement, qu'est-ce qui peut nous empêcher, qu'est-ce qui ne peut pas nous empêcher. Donc le mot Biennale Guinée-Paradis pose déjà problème. Dire Biéguip par rapport au titre d'une musique, tous ces artistes qui ont chanté dans cette musique peuvent porter plainte parce que c'est un concept qui appartient à une musique BGDA. Ils peuvent aller sur BGDA, dire la Biennale Guinée-Paradis ne devra pas exister sous ce nom, juridiquement. Mais ça aurait été très bien si un jour, les gens qui ont fait la Biennale de Conakry, et je les invite à faire un débat avec moi, qu'on puisse discuter, parce que c'est une affaire guinéenne, quoi. Que les futures générations n'aient pas de problèmes par rapport à ça. Donc, le mot Biéguip déjà pose problème. Comme je viens de vous dire, on ne peut pas prendre le mot Guinée en otage, et ça sera le même cas par rapport à ce que Black M aussi est en train de faire, c'est-à-dire Destination Guinée. La municipalité, ce que les gens ne savent pas, en Guinée actuellement, on n'est plus des communes. Il n'y a plus de communes en Guinée, ce sont des municipalités. Une municipalité, c'est l'ensemble des petites communes qui régit autour d'une grande commune pour faire des conseillers municipaux pour discuter de l'affaire de la grande commune. Donc, nous sommes en train d'aller vers la municipalité. Et si le mot Destination Guinée devient un logo ou un concept appartenant à une seule personne, nous allons avoir des problèmes. Ça a été le même problème que nous avons eu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par rapport au mail. En France, vous avez le .fr. Aux États-Unis, le .com. En Guinée, c'était GN. Il avère qu'aux États-Unis, je ne connais pas la personne, quelqu'un a eu à déposer ça comme une marque. Et il a fallu que la Guinée rachète ce GN, ce point GN, pour que ça soit uniquement pour la Guinée. Donc, ce sont des concepts qui peuvent poser problème. Je ne dis pas que, par exemple, Black M avait une mauvaise intention, hein, vu qu'il a grandi en France et qu'il a vu Destination Paris quand tu vas dans les offices de tourisme à Paris ou à Rennes. Tout à l'heure, là, si moi je sors et je veux aller, si vous voulez taper sur Google tout à l'heure, vous tapez Destination Rennes, vous verrez le logo de l'office de tourisme de la municipalité de Rennes, Destination. Donc si Black M dit Destination la Guinée ce n'est pas une commune, ni une municipalité, c'est une république. On ne peut pas utiliser à tout va le mot Guinée. Donc c'est la même chose pour Biéguip. On ne peut pas dire Biennale Guinée-Paradis. Et ça sonne mal à l'oreille. Donc, et ça pose beaucoup de problèmes juridiques. Si moi qui est en train de copter à dire que je veux faire la Biennale d'art contemporain de Conakry, on va me dire, mais non, il y a déjà une biennale. On n'a pas besoin de faire cela. Mais sauf qu'il peut y avoir plusieurs biennales. Il peut y avoir la Biennale d'art contemporain de Cancan, de Zéro Corée, à travers une association et non pas à travers des entreprises. Déjà, ceux qui ont fait la Biéguip en Guinée, c'est une entreprise et non pas une association. Et alors, pour qu'une biennale, à quoi sert une biennale? Maintenant, rentrons dans le vif du débat.
À quoi sert une biennale? Parce que ce sont des questions que les gens se posent. Qu'est-ce que cette biennale va apporter? Qu'est-ce que ça n'a pas apporté? Quelles ont été des bourtades? Pourquoi ça n'a pas marché selon des questions que moi j'ai reçues? Alors, une biennale est un lieu de réflexion sociologique. J'ai parlé de la curatrice, c'est-à-dire la commissaire-priseur de la Biennale de Venise, qui est pour la première fois une femme noire qui ramène des artistes noirs à la Biennale de Venise, qui est une grande exposition universelle, où il y aura des colloques, on ramène des architectes africains, des artistes peintres africains qui rentrent dans l'imaginaire et dans le conscient occidental pour dire voilà ce que l'Afrique produit. En fait, ce sont des manifestes politiques. La Biennale est le lieu de réflexion des intellectuels pour changer la vision de ce qui peuvent advenir à l'avenir de l'Afrique ou d'un pays par rapport à l'échiquier mondial. Donc, si on fait une biennale et aller dire on va inviter des artistes comme on les a vus sur la scène, c'est vraiment triste et ce n'était pas une biennale. Alors, ce qui s'est passé en Guinée, on peut appeler ça une biennale de musique. Hein? Et si moi j'étais, c'est très important le mot si, hein? Si j'étais le curateur ou le commissaire-priseur, il fallait que je raconte l'histoire sociologique, anthropologique de l'apport de la musique de la Guinée à travers l'universalisme, ce que la Guinée a eu à apporter comme contemporain dans le milieu culturel mondial. Alors, j'aurais un schéma sociologique et historique. Je commencerai par l'élite, la première élite. Je commencerai par Fodé Baketa. Qui est Fodé Baketa? Ça, c'est les colloques. Ça, c'est au nouveau colloque. Hein. J'organise des grands colloques autour de Fodé Baketa. Qui est Fodé Baketa? Qu'est-ce que Fodé Baketa a apporté? Parce que si nous entendons aujourd'hui l'hymne que tous nos enfants et que nous-mêmes nous avons récité provient de Fodé Baketa. Non pas la composition de musique, mais la composition en français des mots vient de Fodé Baketa et d'une autre personne. Donc, je vais commencer par Fodé Baketa. Qu'est-ce que Fodé Baketa a eu à faire? Fodé Baketa est un intellectuel guinéen qui est né dans les années 1921. C'est les années des hommes vraiment avertis de la République de Guinée, des vrais intellectuels à l'état brut, à la matière grise, qui ont eu un savoir pas possible qu'on ne peut pas imaginer. Qui est venu en Occident et c'est le fondateur de Ballets africains. Et quand la Guinée va devenir indépendante, Fodé Baketa sera obligé de retourner le ballet africain à la République de Guinée. Et ce ballet africain, parfois, parvenait à payer les fonctionnaires guinéens à travers les devises qu'ils gagnaient autour de ces tournées. Et aller faire des recherches, est-ce que le ballet africain a eu à participer à une des biennales de renom? Mais tout ça, là, on ne peut pas le savoir comme ça. Il faut faire des recherches. Je ne vais pas exposer toutes mes recherches et toutes mes connaissances ici. Hein. Je ne vais pas donner maintenant des idées aux gens. J'essaie juste d'expliquer maintenant. Parce que une fois que tu dis quelque chose, les gens, ils ne te consultent pas. Ils réalisent ce que tu as déjà dit parce qu'ils ont des moyens. Donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses. Donc, il fallait faire la recherche et faire un colloque international, par exemple, sur Fodé Baketa. Inviter la France à ouvrir les archives sur Fodé Baketa. Parce que il n'est pas sans savoir que l'ambassade de la République de Guinée, ici, à Paris, en France, appartenait, c'était la maison de Fodé Baketa. Que c'est Fodé Baketa qui a légué ça à la République de la Guinée. Donc il fallait raconter l'apport que Fodé Baketa a apporté
au niveau culturel, ce que les ballets Zoliba et les ballets africains ont apporté sur la scène internationale. Les gens parlent beaucoup du panafricanisme, mais de manière politique qui a échoué. Hein. La vision panafricaniste de manière politique a échoué parce que les gens s'arrêtent au panafricanisme territorial et non pas le panafricanisme universel qui commence de Aimé Césaire jusqu'à Frantz Fanon, c'est-à-dire le discours d'Aimé Césaire sur la décolonisation. Bref, rentrons pas dans ce sens, mais je dis des termes pour que les gens puissent faire des recherches et aller jusqu'au livre de Frantz Fanon qui est actuellement en film. Ce grand médecin qui était en Algérie et qui défendait le peuple algérien. Et comment est-ce que Fodéba Keïta a été un précurseur dans la vision culturelle à apporter lumière sur la République de Guinée. Donc il fallait avoir colloque sur le ballet africain, ceux qu'ils ont. On voit aujourd'hui les Beyoncé s'émanciper. Les Américains aujourd'hui font des retours en Afrique. Ils dansent comme nous maintenant. Ils font beaucoup de choses comme nous. Mais s'il n'y a pas eu les réflexes, les intellectuels comme les Fodéba Keïta, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on a connu aujourd'hui, des grands Beyoncé ou de grands artistes qui parfois chantent ou plagient la musique des Africains. Je vais faire une parenthèse de plagiat, c'est-à-dire l'apport, pour comprendre comment est-ce que les intellectuels comme Fodéba Keïta étaient en avance. Par exemple, il y a une musique de James Brown qu'on appelle Hot Cookie. Hot Cookie est une musique plagiée. C'est une musique de Jean-Marie Talla. Jean-Marie Talla est un artiste à l'époque jeune camerounais. Et quand James Brown est venu au Cameroun, à l'époque c'était des cassettes. Jean-Marie Talla va donner sa musique et sa cassette à James Brown et lui dire « Ah, vas-y, écoute ma musique et qu'est-ce que tu en penses ?» Et comme c'est la superstar, la star internationale, James Brown va retourner aux États-Unis et un jour il va écouter ce que le jeune Jean-Marie Talla lui a donné. Et il va dire, il va rejouer la musique de Jean-Marie Talla qui s'appelle Hot Cookie. Un beau matin, la musique devient un hit partout aux États-Unis, dans le monde. Et Jean-Marie Talla va écouter cette musique. Il va dire, mais c'est ma musique. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Et il va prendre des avocats qui vont poursuivre James Brown. Et James Brown va reconnaître et les droits vont être reversés à Jean-Marie Talla. Donc la musique Hot Cookie de James Brown est d'un Camerounais. Donc il fallait qu'il y ait des colloques comme ça sur la musique de la Guinée, l'apport que la Guinée a eu à faire, parce que nous parlons d'une biennale, parce que ce qui s'est passé en Guinée, moi je pense que c'est une biennale de musique. Hein. Donc il fallait commencer par ça. Et aller jusqu'à Sori Kandja Kouyaté. Aller jusqu'à Sori Kandja Kouyaté, c'est-à-dire, comme Sori Kandja Kouyaté est l'un des seuls Guinéens à être primé disque d'or, qu'on essaye de muséfier le disque d'or de Sori Kandja Kouyaté, cette fois-ci à travers le ministère de la Culture qui va acheter ce disque d'or à la famille de Sori Kandja Kouyaté à un franc symbolique, par exemple, mais qu'au retour des royalties vont être reversées à la famille. Je m'en excuse, je parle tout seul, donc la voix est un peu sèche après. Donc il fallait acheter le disque d'or de Sori Kandja Kouyaté. Et de là, raconter, essayer de, cette fois-ci, numériser, synthétiser la musique de Sori Kandja Kouyaté, faire de la musique de Sori Kandja Kouyaté qu'il n'y ait pas de plagiat, que tout ce que Sori Kandja Kouyaté a chanté, parce que le problème de la musique, des droits d'auteur en Guinée, c'est que toutes les musiques qui sont chantées en Guinée, on ne connaît pas la source de l'auteur. Ce sont des musiques chantées de manière orale, de répétition en répétition. Même la musique de Salif Keita, Mandjoui Kanakasi, si on ne fait pas attention,
Et si on fait des recherches, on verra que la musique là n'appartient pas à, à, à Salif Keita. On peut avoir Mafla Kanté qui peut tourner autour, ou qu'il y a une autre grande dame qui chantait, mais pas de la manière, mais comme la mélodie. On peut changer les paroles, mais la mélodie va toujours rester, et la mélodie là peut appartenir à quelqu'un. Donc c'était le lieu de poser les droits, les problèmes qui sont liés aux droits de musique, à l'œuvre, pour comprendre les avancements des milieux culturels. Et montrer pendant la biennale que ce que la Guinée a apporté au monde entier, par exemple, les gens voient beaucoup, même quand tu vois dans le rap, les drills qu'on est en train de faire. Si on ne fait pas attention, qu'on fasse des recherches anthropologiques en cette matière, on verra que ces danses de drill s'exécutaient déjà avant. Parce que ce que les gens oublient, le ballet africain, la plupart de ceux qui ont fait le ballet africain sont devenus des professeurs de danse ou de djembé aux États-Unis. Et cette sonorité a aidé beaucoup le Bronx et New York et Brooklyn et New York à s'émanciper dans la musique africaine. Donc il y a eu beaucoup cette contribution qui était énorme. Et si moi j'utilise toujours le conditionnel, le si, hein, si j'étais le curateur, revenir sur le génie intellectuel et musical de Mori Kanté, aller prendre et musifier l'instrument de musique de Mori Kanté avec un franc symbolique que l'État guinéen peut porter pour que on peut avoir même un musée de la musique qui peut raconter l'histoire de la musique de la Guinée sur ses évolutions et faire tout que le titre Yeke Yeke, par exemple, soit un patrimoine national. Mais tout ça là, en accord et en discussion de colloques, mais à travers des colloques, que les familles, parce que quoi qu'on dise, ça appartient à sa famille, hein. Il y a sa fille qui est une grande chanteuse, qui est en couple avec un artiste aussi. Il faut inviter ces gens-là à avoir des réflexions autour des patrimoines de la musique guinéenne. Mais cette biennale était juste un festival où l'argent est sorti à flot, l'argent a été distribué à flot, on ne sait pas pour quelle raison, qu'ils ont été des structures organisées par une société et non pas par une association à but non lucratif. Donc tout ça là pose des réflexions pour qu'on puisse comprendre jusqu'où une biennale pouvait avoir un apport culturel, sociologique et parler de l'anthropologie de la musique. C'était le lieu, après en quelque sorte, montrer toutes les facettes de la musique de Guinée. Ça devait être d'abord d'un premier lieu un objet de réflexion à travers des colloques, à travers des débats intellectuels télévisés et au-delà de cela, on fait ce que j'appelle biennale off, c'est-à-dire comment est-ce que ça a été structuré, quelles sont les idées qui confirment le parcours de toute cette biennale. J'ai pas envie de rentrer dans, excusez-moi, j'ai pas envie de, parce que j'en ai marre de donner beaucoup d'idées maintenant. J'ai pas envie de rentrer beaucoup dans beaucoup d'idées du jour au lendemain où d'autres personnes vont réaliser. Donc il y avait tous ces mécanismes qu'il fallait ouvrir, un débat. Cette biennale n'avait pas besoin d'inviter des artistes qu'on connaît déjà. On devait commencer à identifier les formes de musique en Guinée, les formes de sonorité. Par exemple, faire une étude sociologique
de chaque musique. Par exemple, il y a tellement de groupes de population en République de Guinée qui forment la cosmopolite de la République. Hein. Quand vous prenez la musique Peul est faite de prières. Pourquoi cela? Toute la musique Peul n'est pas fondée sur l'agressivité, est fondée sur un recueillement, est fondée sur la notion de la prière d'abord. Et quand vous écoutez la musique de Baldé Sadio, vous vous rendez que c'est la nostalgie et la prière. Quand vous prenez la musique de, je vais écorcher son nom mais qu'il m'excuse beaucoup, et Mac Paya qui a fait une reprise de sa propre musique avec un jeune... je pense que le monsieur s'appelle Mac Paya. Mais quand vous écoutez cette musique, vous vous dites que c'est une prière. C'est-à-dire la musique est en train de décrire un jeune homme qui n'écoute pas sa mère dans le village et qui va revenir à Conakry, qui va être riche et qui va vouloir un jour dans ses rêves dire « je vais aller voir ma mère ». Et le long de son trajet, il va avoir des péripéties qui ne vont pas le permettre d'arriver. Et au moment juste il arrive, il trouve que sa mère est décédée. Et à chaque moment, il revoit sa mère. Écoutez cette musique Peul. Allez-y écouter La Maman de Charles Aznavour. Vous verrez que ces deux-là ne se sont jamais racontés, mais ils parlent le même thème, ils parlent le même style, ils parlent la même prière à la musique. C'est pour cela que je dis que, par exemple, la musique Peul était le lieu de disséquer, de comprendre cette musique. Qu'est-ce que la musique de Guinée a apporté? Par exemple, quand vous prenez la musique de Ibro Diabaté, ce que Ibro Diabaté fait. Nous savons que Ibro Diabaté est rentré dans toutes nos maisons. Il n'y a pas une maison en Guinée où Ibro Diabaté n'est pas rentré. Non pas de sa manière physique, mais de sa voix, de ses verbes, de sa poésie. Ibro Diabaté est dans nos maisons. Moi, dans mes souvenirs d'enfance, il y a certaines musiques de Ibro Diabaté n'étaient pas faites pour danser. Étaient des musiques de réconciliation. Étaient des musiques qui apaisaient des couples. Par exemple, il y a des musiques de Ibro Diabaté. Quand le mari et la femme ne sont pas d'accord à la maison, ou que le mari opprime la femme, comme le plus souvent nos femmes, nos mères en République de Guinée sont opprimées, cette musique de Ibro Diabaté rendait grâce et élégance à la souffrance de la femme guinéenne et que l'homme qui exerçait cette souffrance, cette opulence sur la femme, quand il écoutait cette musique, tout devenait apaisé dans la maison et que l'amour reprenait ses notes. Donc, il faut que ça soit une musique, ça s'étudie. Et si nous ne faisons pas ça à travers une biennale, à travers des colloques, expliquer des musiques comme ça, nous n'arriverons pas à comprendre pourquoi cette musique nous a fait du bien. Et aller jusqu'au contemporain de Mifaguia. Quand Mifaguia, par exemple, dit « Andekadiweti Odia », c'est un appel. Je vous dis que toute la musique Peul est faite de mélancolie et de prière. Toute la musique Peul, ce sont des versets de prière. Andekadiweti. Quand on dit Andekadiweti, c'est une prière, c'est un appel à un nouveau jour, à un nouveau réveil, à des consciences qui nous appellent à ne pas nous soumettre, mais à se lever à chaque jour, pensant que le lendemain sera meilleur. Andekadiweti allait dans ce sens. Par exemple, il y a une musique qui n'est pas tellement connue en Guinée. Hein? La musique Konyanké. Moi, je ne comprends pas tout ce que les Konyanké disent. Hein? Mais quand vous écoutez les musiques Konyanké, ou la parole Konyanké, elle est faite aussi de prière, de mélancolie, de reconnaissance de la place qu'on peut donner à l'être humain
dans sa suprématie, de ceux qui peuvent nous apaiser. Par exemple, quand vous prenez une musique de Fodé Kouyaté, je pense qu'il s'appelle comme ça, et Afoto Bandessa, cette musique a réconcilié des couples, a réconcilié l'âme des hommes et des femmes qui n'étaient pas considérées dans des foyers, des mères de femmes qui étaient délaissées par leur homme pour une autre femme. Cette musique, Afoto Bandessa, de Fodé, c'est Fodé Kouyaté, a réconcilié à travers sa poésie, à travers ses noblesses d'intellectuel musical, est rentré, non pas pour juger la société, mais à dire, voilà ce que vous devez être au final, s'aimer entre nous. Donc une biennale était le lieu, d'abord, de disséquer le fonctionnement d'une société, de dire vrai, parce qu'un artiste qui ne dit pas vrai n'est pas un artiste. Albert Camus nous dit, lors d'une conférence sur la presse, il dit, si il est vrai que les journaux sont la voix du peuple, nous étions décidés à notre place, à prendre notre part, à élever le pays en élevant le langage. Qui élève le pays en élevant le langage? Qui? Si ce ne sont pas des artistes et des intellectuels, surtout aux hommes de plume, c'est-à-dire les journalistes. C'est un milieu qui ne fonctionnera jamais. La culture ne peut pas fonctionner tant que ce n'est pas plein des hommes de culture et des intellectuels, des journalistes. Donc tout cela devait nous permettre à réfléchir sur le fonctionnement de notre société. Mais ce qui s'est passé en Guinée, dire même bien dit, le concept est mauvais. C'était à la limite, c'est une biennale de musique de Conakry, on peut dire comme ça. Et si vous ne faites pas attention, il y a rarement dans le monde une biennale de musique. Il y a toujours la biennale d'art contemporain. Et dans l'art contemporain, on retrouve un petit segment de la musique et il y a biennale de la photographie aussi. Parce que la photographie est autre chose. La photographie a une autre dimension intellectuelle qui apporte. Parce que la photographie est un témoignage palpable. Par exemple, quand moi je travaille sur la photographie de Malik Sidibé, qui est l'un des photographes contemporains les plus cotés au monde, qui est chez Agnès B. et Seydou Keita, qui sont l'un des plus grands photographes portraitistes au monde. Donc ces analyses pouvaient nous aider dans ce sens à ouvrir la société guinéenne vers une autre forme de vision. Mais chez nous, tout est politique. L'art est politique. La musique est politique. L'intellectuel est politique. Le journaliste est politique. L'artiste, bon, les artistes peintres ne sont pas connus en Guinée, ils sont délaissés. Comment est-ce que, moi je pose cette question à tout le monde, hein? Comment est-ce qu'on peut faire une biennale en Guinée, l'œuvre la plus monumentale, l'œuvre la plus connue, au même rang que le nom Guinée, n'était pas au rendez-vous? Peut-être qu'il était au rendez-vous sur les photos, sur les petites affiches. Mais en aucun moment, dans cette biennale, nous n'avons pas eu un colloque autour de Masque Nimba. Que veut dire Masque Nimba? Qui est son concepteur? Comment est-ce qu'on peut ouvrir un canal diplomatique pour que l'œuvre Masque Nimba, qui appartient à la conscience aujourd'hui de la Guinée, même si on ne connaît pas, moi j'appelle l'artiste inconnu, j'ai entendu parler dans mes recherches qui s'appelle Ansoumani de Binari. Vrai ou faux, je ne peux pas certifier, mais j'ai lu ça quelque part. Donc, on ne peut pas faire une biennale sans que le Masque Nimba, il n'y a pas eu de colloque autour de Masque Nimba. Il n'y a pas eu d'anthropologie, savoir dans quel lieu a été fait le premier Masque Nimba.
et se dire qu'au fur et à mesure, nous allons faire un moratoire sur les masques Nimba, sur les sculpteurs qui sont en Guinée, c'est-à-dire aller racheter auprès de ces sculpteurs qui ont des masques Nimba, fonder un musée uniquement masque Nimba, pour qu'un jour, le masque Nimba, le vrai masque Nimba, qui est au Louvre, rentre dans le patrimoine intellectuel de la Guinée, comme beaucoup de pays sont en train de faire aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire a déjà demandé beaucoup de ses œuvres qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, parfois par le biais de prêts, parce qu'il n'y a pas de lieu pour les accueillir dans de manière dans de bonnes conditions. Donc, mais ils sont sur le processus. Et par exemple, l'Algérie est en train de demander à la France les têtes coupées pour qu'ils soient retournés dans ces pays. Beaucoup de pays africains sont en train de... Parce que n'oubliez pas que l'art africain ne se trouve pas en Afrique. C'est ça le problème. L'art africain se trouve en Occident. Regardez, même moi, je suis confronté à ça. Mes œuvres sont où? Ils sont en France. Et pour déplacer l'œuvre là pour qu'il soit en Guinée, qui a ces moyens? Quel est le mécène qui va miser sur moi pour que mes œuvres là retournent en Guinée, qu'ils soient dans de bonnes conditions, sans être abîmées? Ou qui va me financer pour que je revienne à travers un projet d'envergure, de dire, nous voulons que vous fassiez pour... Vous étudiez un musée, pour la mise en place d'un musée, mais nous voulons que vous travailliez sur 100 toiles que vous allez léguer à ce musée qui va être dans une collection permanente par exemple, le musée d'art contemporain, le musée des beaux-arts de Conakry. Moi, est-ce que quelqu'un va me confier un projet comme ça, ou me confier un projet de l'immobilier national, faire des designs, avoir tout ça? Bref. Mais c'est très difficile. La moitié, non, même pas la moitié, tous les grands artistes africains se trouvent en Occident. Actuellement, l'un des plus grands artistes peintres africains est Amokofo. Ses œuvres ne sont pas au Ghana. Il est ghanéen, mais c'est ici en France, et c'est ici en Occident. C'est dans des grands musées. Nous, on n'a pas cette notion de dire, il nous faut, au lieu de construire des palais, il faut qu'on construise d'abord des grands musées. L'Égypte vient de construire l'un des plus grands musées au monde. À quel coût? À un coût qui va dans les bandes de milliards de dollars américains. Mais quand vous rentrez, combien de visiteurs viennent voir ces œuvres là-bas? En France, combien de personnes vont au Louvre? Mais nous, on va nous dire ici, non, ça ne va pas marcher. Il faut mettre des gens qui connaissent, qui sont passionnés par rapport au milieu de la culture pour que la culture rayonne. Mais personne n'aura besoin de moi, par exemple, parce que ceux qui sont aux affaires ne me connaissent pas, je ne suis pas un bon petit de quelqu'un, je ne vais jamais être un bon petit de quelqu'un déjà, à mon âge. C'est un peu difficile pour moi, quoi. Donc, il y a tous ces facteurs. Ceux qui ont le monopole de la culture en Guinée sont en train de nous conduire droit dans le mur si les intellectuels guinéens ne se lèvent pas et qui parlent au nom de la culture universelle. Nous sommes en train de nous perdre. La musique et la danse ne représentent pas la culture en Guinée. Il y a des grands livres. Par exemple, si moi j'étais le conseiller de monsieur le ministre de la Culture, je vais le conseiller qu'on vienne en France ouvrir le dossier Fodeba Keita, les archives sur Fodeba Keita. Il y a des travaux de Fodeba Keita ici. Il a écrit beaucoup de théâtre. Il faut qu'on vienne prendre ces théâtres. Il faut que ça, la Guinée fasse
une ouverture au monde par rapport à cela. Mais on préfère tout le temps avoir des festivals de musique. Ce sont les mêmes sonorités qu'on entend. On n'étudie même pas la musique en Guinée. Le soli de la Guinée et de Kenya doit être étudié, le classifié. Mamaya, la danse Mamaya, par exemple, une biennale peut être consacrée à la danse de Mamaya. On peut dire la biennale de Mamaya de Cancan. Ou bien la biennale de danse de Cancan. Et qu'est-ce qu'est la danse de Cancan? Là, on est en train de le rendre institutionnalisé. Mais à travers une association, et non pas une entreprise privée qui veut seulement user des fonds de la République de Guinée pour se mettre en poche, quoi. Donc, il y a ces petits problèmes. Quand tu parles comme ça, on dit A ou B est trop français. Ça n'a rien à voir. Si nous perdons le fil de la culture, nous perdons tout. Si nous rejetons les intellectuels, nous perdons tout. Il faut que le ministre de la Culture commence, par exemple, à aller vers la famille de Camara Laye, l'écrivain. S'il y a le manuscrit de l'enfant noir, que la Guinée achète le manuscrit de l'enfant noir pour le musifier, que ça rentre dans le patrimoine intellectuel de la Guinée. Qu'à travers ça, on peut nommer le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture peut prendre le nom de Camara Laye. Commencer à acheter, s'il y a les œuvres, les manuscrits écrits de la main à l'époque de Kernemonembo, commencer à acheter, ou de Alioune Fantouré. Une biennale sert à tout ça là. Une biennale est un acte de révolte. Parce que l'acte de révolte vient des artistes. L'artiste est subversif. L'artiste n'est pas conventionnel. L'artiste n'est pas soumis aux dirigeants. L'artiste pose des questions. La biennale était des lieux de poser des questions. Par exemple, en Guinée, on appelle le ministère de la Culture et de l'Artisanat. Est-ce que les gens savent, quand il dit le ministère de la Culture et de l'Artisanat, le mot artisanat rentre dans le code primitif. Par exemple, quand vous prenez l'immobilier guinéen ou africain, vous voyez les petits tabourets là qui sont chez nous. Quand nous le faisons chez nous, l'Occident appelle ça l'artisanat. Parce que le côté primitif, quand quelqu'un comme Corbusier copie cela et il le fait, on dit design. Donc il ne faut pas qu'on appelle notre ministère un lieu primitif. Il faut que le mot artisanat sorte dans le cadre institutionnel, que ce soit juste le ministère de la Culture. Point barre. Et dans le ministère de la Culture, plusieurs entités y se retrouvent. Mais vous avez le ministère de la Communication, c'est la culture. Il n'y a pas de ministère de la Communication, c'est de la culture. Tout cela, tu entends le ministère de la technologie. Tout ça là, c'est la culture. Bref. Donc, la biennale qui s'est vraiment opérée en République de Guinée n'est pas vraiment une biennale. Hein. D'abord, l'idée a été mal conçue, ça a été précipité. On a entendu le mot biennale dans le live de Moïse, dans le Grenelle de la culture de Moïse Ier. Moïse Camara, qui est un ami cher à moi. Et ce mot devient sexy dans l'oreille de beaucoup de gens. On dit, oh, on va faire une biennale de Guinée. On va appeler Biéguip. Sans savoir qu'une biennale ne porte pas le nom d'un pays, porte le nom d'une ville, pour ne pas que les autres villes soient interdites de faire leur propre biennale. Ils peuvent avoir la biennale de Zérekoro de Djeké, la biennale de l'abbé, la biennale de danse de l'abbé, ou la biennale
d'art contemporain de Cancan, des Eurocorées de Farana. Il faut que... Mais quand vous dites Biéguip, quand vous prenez le mot Guinée en otage, juridiquement, les autres biennales ne peuvent pas avoir lieu. Donc, il faut qu'on ouvre le débat sur ça. Moi, j'invite ceux qui ont organisé la biennale à discuter avec moi, à échanger, sans animosité, hein, parce que je suis très courtois, parfois, que les gens ne soient pas passionnés trop et qu'ils outrepassent leur prérogative. On peut discuter. Parce que ça n'appartient pas à moi ni à quelqu'un. Moi, franchement, je le dis à qui veut l'entendre. Depuis 2019, j'ai des preuves, j'ai des échanges que je parlais de la biennale, du projet de biennale d'art contemporain guinéen. Et que ce mot biennale a été entendu dans l'émission de Moïse Ier. Et voilà pourquoi tout cela est arrivé à ce point. Bref, donc c'était quelque chose qui s'est fait comme ça. Je clôture l'histoire de Biennale parce que voilà, j'invite les gens qui ont organisé la Biennale à faire un débat intellectuel avec moi, qu'on dise ce qu'ils pensent. Et que moi je pense que ça pose des questions juridiques et que moi j'ai envie de faire une Biennale d'art contemporain, quoi. J'ai envie que les artistes peintres guinéens sortent de l'ornière, j'ai envie qu'on parle de l'architecture, j'ai envie qu'on parle de design, qu'on parle de la mode, qu'on parle beaucoup de perspectives, qu'on sort de nos sculpteurs de la rue qui trouvent des lieux institutionnels là où ils peuvent exposer et que leurs œuvres soient exportées dans d'autres contrées du monde pour qu'ils soient des artistes reconnus et qu'il y a un statut pour un artiste peintre en Guinée. C'est tout ce que moi j'ai envie de faire. Je commence à avoir beaucoup d'amis, c'est-à-dire j'ai par exemple Ali, un ami Ali, avec qui nous échangeons beaucoup et nous avons j'ai aussi Delamont, l'artiste peintre Emmanuel Delamont qui est bien connu en République de Guinée et qui est obligé parfois d'exposer centre culturel. Centre culturel, c'est comme si on dit centre culturel franco-guinéen, c'est comme si on dit des maisons de quartier en France ici, quoi. C'est des petites maisons de quartier. La Guinée, il faut que la Guinée ait des lieux d'envergure, d'exposition pour les artistes peintres et qu'il y ait des grandes galeries. Et il faut qu'il y ait des mécènes comme les KPC, les Antonio Soirée. Vous avez trop contribué pour la musique, contribuez maintenant pour l'art contemporain, contribuez pour le design. Par exemple, KPC. Hein? KPC qui est dans l'immobilier. C'est beau d'être dans l'immobilier, mais l'immobilier, ce n'est pas que la maison, ce n'est pas que l'architecture. C'est tout ce qui rentre dans les maisons. Il faut qu'il y ait des fauteuils uniques. Que vous preniez des designers guinéens qui viennent vous réaliser des fauteuils uniques. Tout récemment en France ici, et vous voyez, nos sculpteurs africains font une chaise en forme humaine qui vient de rentrer, qui vient d'être fait par un groupe qui s'appelle All House, qui sont partis au Sénégal réaliser ce fauteuil, mais ils disent que oui, ils l'ont vu, c'est un immobilier africain qui se trouve un peu partout en Afrique, qui est rentré dans l'immobilier national de Paris et de France. Donc, un KPC qui construit des maisons, il faut que ce qu'on met dans les maisons soit fait par des designers guinéens. Il faut qu'on commence à réfléchir, à muser sur l'art contemporain, à avoir une foire d'art contemporain en Guinée, une foire d'art contemporain de Conakry, que ça soit... Il n'y a pas que la musique, il faut qu'on fasse des sold out devant un musée, qu'on vienne être bouleversé par un tableau de cela qui parle du discours d'Antoine aux funérailles de Jules César. Ça parle de l'histoire, de l'humanité, qu'on comprenne. Comme un jeune général qui a pris le pouvoir et que par fini, à travers le discours d'un poète qui est comme un guerrier en Afrique, arrive à rentrer dans la conscience de l'humanité. C'est l'un des plus grands discours politiques au monde. Donc, moi, cette histoire de biennale, comme je l'ai tellement expliqué, j'invite maintenant, peut-être la prochaine fois quand je parlerai de biennale, j'invite les organisateurs à débattre.
à comprendre leur logique de pensée, à dire oui, voilà, je suis d'accord sur ce point, voilà, je ne suis pas d'accord. Voilà, est-ce que juridiquement, nous aussi, nous pouvons faire une biennale d'art contemporain de Guinée? Donc, moi, je fais appel à tous les mécènes de la Guinée, de KPC, à Antonio Soare, au gouvernement, au ministère de la Culture, à nous aider à mettre en place la biennale d'art contemporain pour que nous puissions léguer nos œuvres. Une fois qu'il y a un grand musée d'envergure, le musée de beaux-arts de Conakry, voit le jour, qu'on me dise, viens réaliser une cinquantaine de tableaux ou 100 tableaux avec un financement à travers des mécénats que je viens de citer, qu'on puisse faire ça et travailler sur le design immobilier de la République de Guinée, que nos ministères ne soient pas obligés d'aller en Turquie, en Chine, aux États-Unis ou au Maroc pour acheter l'immobilier. Les designers peuvent le faire de manière, des produits uniques de tout genre, quoi. Donc, c'était par rapport à tout cela. Et nous disons que il faut que nous soyons des hommes libres. Moi, je suis un artiste, peintre et designer. Je suis un homme libre. Et de cette liberté d'expression, je vais toujours dans cette phrase qui me dit que tout est vrai dans une logique fausse, que tout est faux dans une logique vraie. Que quelque chose est dû à l'être humain, le seul fait d'être humain. Paul Ricoeur. Que Albert Camus nous dit cette phrase qui est magnifique sur les journalistes. Que s'il est vrai que les journaux sont la voix du peuple, nous étions décidés à notre place à prendre part, à élever le pays en élevant le langage. Élevons le langage du pays. Et Albert Camus, toujours dans le même ordre d'idées, nous dit, sur notre génération, sur chaque génération, de son discours de remise de prix de littérature à Stockholm, le 10 décembre 1956, je pense. Il dit ceci, que chaque génération se croit refaire le monde. La mienne, sans doute, ne refera pas. Mais sa tâche reste grande. Elle consiste à ce que le monde ne se défasse pas. Enlevons le mot monde. Que la République de Guinée, pourquoi je dis la République de Guinée, je ne dis pas la Guinée, parce que la République est différente de la Guinée. Que la République de Guinée ne se défasse pas. Pour que cela ne se défasse pas, il faut que les intellectuels s'expriment. Il faut que les intellectuels fassent des colloques. Il faut que les intellectuels donnent une part d'eux pour que le langage guinéen soit élevé. La culture est trop dans l'ensauvagement intellectuel en Guinée. Si notre culture reste dans les bas instincts, dans l'ensauvagement intellectuel, nous serons de répétition en répétition. Nous aurons du mal à sortir le dernier génie. Pour le moment, l'un des plus grands écrivains guinéens ne reste que Carnet Monimbo. Et pour avoir un pays qui n'a qu'une seule référence, contemporain, vivant, je vais dire, qu'un seul écrivain, c'est que nous avons failli. Nous avons failli à la culture, à la critique intellectuelle. Nous avons dit que ceux qui écrivent, qui ne sont pas dans la ligne de notre pensée, qui sont des hors-la-loi, qui ne sont pas des patriotes. Le mot patrie a un sens. C'est donner sa vie pour la nation. Les écrivains, les artistes, les journalistes sont les aiguilleurs de la société pour que l'avenir du pays s'élève.
Mais nous sommes trop assujettis à nos bas instincts, à l'ensauvagement culturel, à la soi-disant différence. Je suis différent de Iroquois, je suis différent d'un peuple. Nul n'est à la mesure ou à la grandeur de sa différence, mais au-delà de ces différences, s'élève pour être un homme. Soyons des hommes. Si nous sommes des hommes, pensons à Marguerite Yourcenar. Après avoir écrit un grand livre, un chef-d'œuvre d'un roi romain, écrit en marbre, pour entrer dans la grande littérature française, on dirait, mais qu'est-ce qu'elle écrit beau? Mais c'était encore plus beau si c'était un homme qui a écrit. Eh bien non! Elle dira ceci. Qu'on écrit avec l'intelligence et la beauté, la lumière de la pensée, et non pas par le sexe. Une femme est l'égale de l'homme, avec respect et authenticité. Il faut que nous soyons des hommes futurs. Notre génération, la génération de 70 jusqu'à 80-85 est en train d'être à la baguette. Soyons au rendez-vous dans nos domaines. Soyons des courages. Soyons des élevés du pays. Soyons des hommes qui aiment la culture et la lecture. Si nous n'aimons pas cela, nous ne pouvons pas élever le pays. Donc la biennale qui s'est faite en Guinée n'est pas une biennale. C'était juste, mesdames et messieurs, je m'en excuse, un simple festival. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un des artistes les plus emblématiques lors de la conférence de presse qui a dit le festival. Je vous en prie, si j'ai retenu beaucoup votre vision ou votre temps, je m'en excuse. Si j'ai eu à être outrancier, je m'en excuse. Mais commençons à ouvrir un débat sur la culture en République de Guinée. C'était la République de la culture, AOB Artist Band franco-guinéen. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.